raison quand il dit que c'est pas une question de personne, que c'est la fonction qui est dangereuse. En fait, toutes les forces, pas seulement en politique ou économique, mais toutes les forces, tous les objets vont jusqu'à ce qu'ils aient une limite. Et en matière de pouvoir, c'est tout à fait décisif de fixer des limites. S'ils nous font tout ce qu'ils font aujourd'hui, impunément, c'est parce qu'ils n'ont pas de limites. Et en cherchant à comprendre la cause de cette absence de limites, on va régler toutes les conséquences d'un coup, parce qu'on aura trouvé la source des problèmes. En fait, on s'épuise sur les problèmes en nous divisant sur les choses à faire. Et ça, j'appelle ça les sujets législatifs. Quelles sont les lois que nous devrions prendre? Et nos discussions suivent ce que les médias nous suggèrent. Donc nos discussions concernent des sujets législatifs. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce domaine? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce domaine? Alors, et on se dispute, il y a des positions de gauche, entre guillemets, des positions de droite, entre guillemets. Et notre façon de faire de la politique, c'est de nous disputer sur ce qu'il faudrait faire sur le plan législatif, sans donner aucune importance au fait que c'est pas nous qui déciderons de toute façon. On peut se disputer ou pas se disputer, de toute façon, c'est pas nous qui allons décider. Et ceux qui ont décidé ne craignent rien de nous, rien. Je cherche ma prison politique. Vous savez, souvent je vous montre ce texte-là, c'est la Constitution, enfin l'anti-Constitution, ce texte dont tout le monde se fout, mais c'est une prison politique. Là-dedans, nous n'existons pas. C'est parce que nous ne sommes, notre nom n'est écrit nulle part là-dedans. Le nom du peuple, des citoyens qui pourraient décider ceci, décider cela, qui pourraient contrôler ceci, contrôler cela. Le vote blanc qui pourrait être respecté. Les candidats qui ne pourraient pas se présenter s'ils avaient un casier. Tout ça, ça pourrait être écrit. Ça n'est pas écrit parce que ce sont les élus qui écrivent ce texte pour l'instant. Et pas seulement en France, partout sur Terre. Et pas seulement en ce moment. Depuis que les constitutions existent, ce sont les hommes au pouvoir qui écrivent les règles du pouvoir. C'est eux qui écrivent leur contrôle. Et en fait, alors, c'est extrêmement important, je trouve. Le travail que fait Philippe est formidable. Je n'ai pas encore lu le dernier, mais je sais qu'il va être bon. Il nous met en colère, c'est très important cette révolte, parce que ça nous donne de l'énergie. Mais il me semble que la suite logique des livres de Philippe, c'est que si on cherche ils sont toujours condamnés à du sursis, c'est-à-dire qu'en fait ils ne sont jamais condamnés, ces gens-là. C'est très rare qu'ils soient condamnés. C'est vrai ou pas? 2 condamnations en 20 ans, Carignan et Balkany. C'est incroyable. 2 condamnations en 20 ans, Carignan et Balkany. C'est quand même très spectaculaire. Ces gens-là ne sont jamais punis. Et pourtant, ils ne sont pas jugés par les élus, ils sont élus par des juges. Si ça arrivait de temps en temps, on pourrait avoir un doute. Mais comme c'est tellement systématique, il y a très certainement une collusion, ça veut dire une entente, entre le monde de la justice, entre guillemets, et le monde des politiciens. C'est certain, pour qu'ils ne soient comme ça jamais punis vraiment, il y a sûrement une collusion. Mais je pense que les notables, depuis le début, ont mis en place un système qui tient le peuple à l'écart. Vous vous souvenez, je vous le dis souvent, et ça commence à se savoir, nous le disons entre nous, nous le répétons, Sieyès, vous savez, le père fondateur de notre régime, donc c'est un penseur et qui définissait en quelques mots le régime qu'il mettait en place, le régime dans lequel nous vivons aujourd'hui, que nous acceptons d'appeler démocratie alors que c'en est pas une, c'est le contraire d'une démocratie. Que disait dès le début, c'était pas une démocratie au début, puis ça s'est détérioré après. Dès le début, qu'est-ce que disait le fondateur, le penseur du régime dans lequel nous sommes? Le peuple, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être,
ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Donc en fait, il y a une mise à l'écart, et que vous vérifiez dans les premiers ateliers constituants qu'on fait, souvent, ils consistent à étudier l'existant, étudier la prison politique, comprendre quel est le plan de notre prison. Et ça consiste à chercher là-dedans, dans les 90 articles, 89, chercher l'endroit où nous serions. Pendant 1 an et demi, on a fait des ateliers constituants dans mon village, et entre 2 conférences, et on se voyait assez souvent. Et pendant 1 an et demi, on a joué à tirer au sort les articles. Parce qu'on ne voulait pas faire les 90, mais on voulait en faire... Et on a laissé le sort choisir en se disant, quelquefois ça ne va pas marcher, quelquefois on va trouver un bon article. Je vous jure, à toutes les séances, chaque fois, on prenait n'importe quel article. Si tu réfléchis un peu, tu trouves comment nous sommes à l'écart. Par quel mot nous sommes absents. Nous sommes absents partout. Voilà, le peuple n'existe pas là-dedans. C'est juste parce que nous ne l'avons pas écrit. C'est juste ça l'explication. Et je vous ai vu il n'y a pas longtemps, enfin en tout cas j'ai vu des gens de chez vous il n'y a pas longtemps, au mois d'avril, au mois de mai. Et je vous l'ai dit, je l'ai expliqué, ça fait des décennies que j'explique ça. Et les gens m'embrassent, ils sont super contents, ils trouvent que c'est une super bonne idée. Et puis quand je leur demande après, dans la rue, ça n'arrête pas, les gens qui me croisent, qui me serrent la main, qui me prennent dans leurs bras, qui disent c'est super ce que vous faites. Et je leur demande, mais vous avez fait les ateliers constituants? Et ils n'en font pas. Et là, je me demande si c'est pas Philippe qui a raison quand il me dit est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que les gens vont faire ça, cette idée d'écrire eux-mêmes la Constitution? J'ai la certitude que si nous devenions constituants, nous, oui, les atomes du corps social, les individus qui constituent la société, si nous devenions capables d'écrire nous-mêmes les règles de contrôle, Philippe a raison, on ne mettrait pas en place peut-être une démocratie, on mettrait en place un système représentatif comme aujourd'hui, parce qu'il a raison de dire, il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie de faire de la politique tous les jours, pas du tout. Ils veulent juste que les gens soient bien contrôlés. Donc si ça se trouve, quand on va se réunir commune par commune pour écrire la constitution de la commune, ou quand on va se réunir pour réfléchir, on ne va pas préférer la démocratie, c'est-à-dire un régime dans lequel le peuple décide de tout. Et à mon avis, c'est probablement pas écrire ça. On va probablement pas écrire une vraie démocratie. Parce que la plupart des gens, nous, on est des militants, donc on serait prêts, je pense, à faire la politique tout le temps. Mais la plupart des gens, ils ne sont pas prêts à faire la politique tout le temps. Et par contre, ils savent qu'ils voudraient contrôler les élus. Ils voudraient être mieux représentés. Ils voudraient que les élus soient punis quand ils trahissent l'intérêt général. Mais ça s'institue. Les contrôles en question, on ne peut pas simplement dire, on peut pas penser qu'en faisant pression sur les élus, ils vont écrire des bons contrôles. Ça, je pense que c'est une utopie. C'est-à-dire que c'est illusoire de penser que les hommes du pouvoir, les hommes au pouvoir, sont capables d'écrire, sous la pression ou pas, de bonnes règles qui vont vraiment craindre, qui vont vraiment les menacer. C'est vraiment, il n'y a que nous pour écrire ça. Le peu de politique que nous devrions faire, c'est ça. C'est réfléchir aux règles qui instituent les pouvoirs, parce qu'on veut qu'il y ait des pouvoirs, parce qu'on ne veut pas faire de la politique tout le temps, ok. On veut être représenté, ok. Mais on veut écrire les règles, et ça peut être simple, hein, c'est pas forcément compliqué. Et vous n'avez pas besoin d'être à 20 ou 30, vous pouvez être à 2, vous pouvez même être tout seul pour réfléchir à la Constitution. Alors, ce qu'ont fait les Gilets jaunes cette année, c'est extra. Donc les Gilets jaunes, c'est, au départ, les Gilets jaunes canal historique, hein, les premiers, c'est des gens particulièrement maltraités et qui en peuvent plus littéralement, et qui tempêtent, qui sortent et qui se retrouvent sur des lieux publics. Et quand ils font ça, ils font ce que nous devrions tous faire. Ils sortent de chez eux. Ils se retrouvent pacifiquement, fraternisent. Vraiment, une des caractéristiques du mouvement des Gilets jaunes, c'est la fraternité sur les ronds-points, sur les péages. Et ils se remettent à faire de la politique. Et dans un premier temps,
Et c'est ça qu'il aurait fallu mieux protéger, parce qu'il va falloir le reconstruire maintenant. Mais dans un premier temps, ils ont fait très attention à ne pas montrer qui était de gauche, qui était de droite. Ils ont fait attention à rester unis. Parce que c'est certain que c'est que unis qu'on va changer les choses. Si on se désunit, c'est certain qu'on va perdre. Même si on se coupe en deux, alors a fortiori si on se coupe en 3, en 4, mais si on se coupe en deux, c'est mort. On n'est plus assez fort. Donc, et ça, ils ont, je ne sais pas si c'est instinctif ou si c'est réfléchi, mais ils l'ont très bien fait au début. Ils faisaient très attention à ce que, de gauche, de droite, on s'en fout. On veut changer le système. Et alors, en fait, au début, ils ne voulaient pas changer le système. Ils ont fait une liste de doléances au bout de même pas 15 jours, c'était 10 jours. Ils ont fait une liste de doléances qui est remarquable, hein, une liste dans laquelle il y a vraiment... le système de retraite doit demeurer solidaire et donc socialisé, pas de retraite à points, pas de retraite en dessous de 1500 €, et on a rajouté depuis indexation, puisque pendant le mouvement des Gilets jaunes, ce que Macron et sa bande ont fait, c'est qu'ils ont désindexé les retraites. C'est criminel de faire ça, c'est criminel. La mamie qui est sur ce rond-point et qui a 600 ou 800 € par mois de retraite, c'est le chiffre jusqu'à sa mort. Ça ne va plus être indexé sur l'inflation. Tant que c'était indexé sur l'inflation, quand les prix montaient, sa retraite montait aussi. Donc elle gagnait ni plus ni moins, elle ne perdait pas. Elle perdait moins si c'était... Enfin, elle perdait un petit peu quand même, c'est vrai, parce que le temps que l'indexation arrive, on perdait un peu. Et puis, comme ils trichent sur l'inflation, on perdait quand même. Mais en désindexant, c'est une pourriture cette décision, c'est une loi scélérate. Il n'y a plus besoin de rien faire pour les soi-disant représentants, il suffit de laisser l'inflation grignoter petit à petit les retraites. Et les retraités vont s'appauvrir jusqu'à leur mort. Mais rien que ça, c'est... En plus, quand on voit le nombre de vieux qui ont voté pour Macron en disant qu'il a une bonne tête, il a l'air gentil, alors que c'est juste un bon menteur, quoi. Hein. Quand on voit comme il les a trahis, c'est absolument... En tout cas, les Gilets jaunes ont fait donc une liste de doléances, comme tous les peuples du monde qui se révoltent. Ils ont commencé par dire la liste des lois, toujours le domaine législatif, c'est-à-dire c'est pas... C'est l'écume des choses, c'est les conséquences de notre impuissance politique. Ils disent, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Et tous les peuples du monde font ça quand ils se révoltent. Ils disent, maintenant ça suffit, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Donc ils réclament des lois. Et ce qui est historique dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'au milieu de cette liste de doléances, qui est classique, qu'on retrouve dans tous les pays du monde, il y avait une ligne tout à fait différente, qui est le RIC, référendum d'initiative citoyenne, qui n'est pas une loi, qui est une façon d'écrire les lois. Donc c'est pas législatif, c'est pas une loi, c'est constituant, c'est une façon d'écrire les lois. Et c'est pas constituant n'importe comment, c'est constituant où le peuple décide lui-même des sujets qu'il considère comme importants, et le peuple décide lui-même, il n'élit pas quelqu'un qui va tout décider à sa place, il vote. C'est un référendum. Donc il vote, il décide, il exerce la souveraineté. C'est d'une puissance inouïe, ce truc-là. Je ne suis pas sûr que quand ils l'ont écrit, ils se sont rendus compte tout de suite que c'était aussi important. En tout cas, quand on en a parlé, ça s'est répandu comme une traînée de poudre, et ils ont percuté à toute vitesse, ils ont fait du RIC leur priorité, en disant, si on a ce truc-là, d'abord, si on demande qu'une chose, on va percer. Si on pousse tous sur une revendication, on a beaucoup plus de chances de l'avoir qu'en poussant sur 40 revendications, parce que là, il suffira de nous en donner une ou deux moins importantes que les autres pour qu'on rentre chez nous. Pour nous dire, maintenant, rentrez chez vous, vous avez obtenu des choses, vous n'allez pas être jusqu'au boutiste et essayer de tout obtenir, on va nous renvoyer chez nous facilement. Alors que si on pousse sur un truc important, pourquoi c'est important? Parce que ça va nous donner tout le reste. Un vrai référendum d'initiative citoyenne, pas le RIP de l'anti-constitution, hein, le faux référendum d'initiative qui n'est même pas partagé, qui est parlementaire. Hein. C'est RIP pour référendum d'initiative parlementaire. Si on a ce truc-là, ça ne nous servira à rien. Mais si on a un vrai RIC, on accède à quelque chose qui n'est pas du tout voulu par Sieyès et ses successeurs. Ils ne veulent pas du tout que nous ayons la souveraineté. Ils la veulent pour eux, la souveraineté.
Mais si on réclame que ça et qu'on a compris, qu'on comprend que c'est ça qu'on veut, parce que ça va nous donner accès à tout le reste, ensuite, RIC par RIC, référendum par référendum, campagne par campagne, on va pouvoir accéder à tout le reste de la liste. C'est astucieux, c'est puissant de défendre ça. Et ça, c'est constituant. Et puis, autre aspect historique des Gilets jaunes, très vite aussi, ils ont compris, ils ont réfléchi, ils se sont dit, bon, on va demander le RIC aux élus. Et très vite, ils se sont aperçus que jamais les élus ne nous le donneront. Jamais, jamais, ils préfèrent mourir. En tout cas, ils préfèrent qu'on meure, nous. Mais ils ne nous le donneront pas. Jamais. Ils vont nous faire un fake, ils vont faire un... C'est les Bretons qui disent un rikiki. Ils vont nous donner un faux RIC, un petit RIC. Et si on veut un vrai RIC, il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. Et c'est ça que les Gilets jaunes sont en train de faire partout. Les médias n'en parlent pas. Moi, je vous dis, partout où je me déplace, je vois... Alors, c'est pas tout le monde, hein, mais il y a des germes partout. Il y a des ateliers constituants où ils écrivent eux-mêmes leur RIC. Ils écrivent le RIC qu'ils veulent. Il faut que je prenne quelques instants pour vous donner des nouvelles du front. Ce que les Gilets jaunes sont en train de faire. Bon, nous, on se fait éborgner, on se fait mutiler, on se fait tirer dessus, on se fait emprisonner sur de simples soupçons, on se fait emprisonner, on se fait mettre en prison, donc priver de notre liberté, parce que on fait partie de ceux qui sont potentiellement dangereux, potentiellement, mais ça s'appelait des lois scélérates. Je viens de recevoir, après avoir lu quelques articles et entendu un bonhomme remarquable qui s'appelle Raphaël Kempf, qui a écrit un bouquin « Ennemis d'État » au pluriel, les lois scélérates des anarchistes aux terroristes. Les anarchistes à la fin du 19e siècle. Les lois scélérates, c'est 1893-1814. Il y a 3 lois épouvantables qui font penser à la loi du soupçon, qui permettait pendant la Révolution française, pendant les pires époques, les pires moments de la terreur, d'envoyer à la guillotine des gens simplement parce qu'on les soupçonnait. Il n'y avait plus de procès, il n'y avait plus de droit, quoi. Ça devenait l'arbitraire absolu. Et les lois scélérates de la fin du 19e siècle, 1893-1894, ont corrigé les lois sur la presse et ont permis, et c'était des affreux qui étaient aux manettes, hein, c'était des gens extrêmement riches et qui défendaient le système parlementaire, le système bancaire, qui était la Troisième République, et qui le défendaient contre les gens qui se disaient anarchistes et qui n'en pouvaient plus de ce système de domination, ce système de servitude populaire à des gens qui se goinfraient de plus en plus, et ceux qui se battaient contre ce système s'appelaient les anarchistes. Et il y en a un, on a appris après que ça a été manipulé par la police, c'est-à-dire que c'est la police qui lui a fabriqué la bombe qu'il est allé jeter dans le Parlement. Mais lui, bon, il était anarchiste, il était très excité, très énervé, il était allé envoyer sa bombinette, parce que c'est une bombe qui n'était pas puissante et qui a fait que des blessés légers, mais qui a servi de prétexte au gouvernement. Donc c'est un acte qui a été monté en épingle, un acte violent, qui a été une violence populaire, comme les violences populaires que certains gilets jaunes voudraient que nous menions, hein, qui a servi de prétexte pour condamner des paroles. Il suffisait ensuite, après ces lois scélérates, de dire qu'on était anarchiste ou de dire qu'on aimait bien la pensée anarchiste pour être emprisonné, pour passer la vie au bagne à Cayenne. Juste parce qu'on avait dit qu'on était pour les anarchistes. Donc pour des paroles, on était emprisonné. Comme maintenant. Et exactement. Ce qui est en train de se passer, écoutez bien, ce qui est en train de se passer sous nos yeux sous notre indifférence, parce qu'on le laisse faire. Ce type est bien, hein, Raphaël Kempf, qui dit, c'est important ce qu'il dit, appeler ces lois des lois scélérates, ce mot scélérate qui veut dire criminel, les appeler scélérates, ça nous remobilise, c'est-à-dire que ça permet de comprendre qu'il s'agit de quelque chose de grave, qu'on est en train de laisser passer des choses graves, sans réagir assez. Mais si le gouvernement peut le faire, c'est parce que vraiment on reste inerte, littéralement. Même quand on va manifester, excusez-moi, mais quand on va manifester en disant « c'est pas bien, ça suffit », je trouve ça, excusez-moi, inerte. Alors, c'est une provocation, parce que je sais bien que c'est pas inerte et que au moins ça donne de la visibilité, on se compte, on sait qu'on est toujours là, ça nous donne là une certaine énergie. Mais sur ce qui compte,
Sur ce qu'il faudrait faire, c'est complètement inerte. Une manifestation, ça ne changera rien. Je répète, tout pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite. Pour l'instant, le pouvoir n'a pas de limite. Il en a de moins en moins. Autre chose, non seulement tout pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite, mais une autre règle importante, c'est que tout pouvoir, mais le vôtre aussi, le mien aussi, tous ceux qui ont du pouvoir ont une tendance, c'est presque comme la loi de la gravitation, c'est une loi que vous trouvez partout. Tout pouvoir a tendance, il essaye, s'il peut, de s'autonomiser. Tout pouvoir cherche, parce que ce sera plus confortable, parce que ça va augmenter son pouvoir, tout pouvoir cherche à s'affranchir de tout contrôle. Progressivement, les pouvoirs cherchent à s'affranchir des contrôles. Et bon sang, on le sait là, on est au XXIe siècle, on a les moyens par Internet de se passer le mot. On sait ça. Et on continue, en ne faisant pas d'atelier constituant, en ne nous entraînant pas à devenir nous-mêmes constituants, ça veut dire qu'on continue à laisser les hommes de pouvoir être constituants. Mais c'est complètement déconnant. Et ça n'arrivera pas. Les gens de pouvoir, les hommes qui sont au pouvoir, seraient des saints s'ils arrivaient à imaginer et à écrire des règles qui les limitent eux-mêmes et qui diminuent leur pouvoir. Mais on rêve là, ça n'arrivera jamais. Il n'y a que nous pour modifier cet état de servitude constitutionnelle. Ils viennent quand même de faire un truc. Ils ont limité la voiture et le chauffeur à 10 ans. Ils ont limité les avantages et privilèges chauffeur et voiture à 10 ans. Oui, ils le font eux-mêmes. Ouais. Alors, ce que je voulais vous dire sur les nouvelles du front. Les Gilets jaunes sont en train, martyrisés par des violences policières sans nom. Une barbarie qui va croissant, qui devient un déchaînement, qui est vraiment les images. Là, j'ai publié hier, j'ai relayé, j'ai signalé un récapitulatif qui dure 3h30 des violences policières depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Mais c'est effrayant, c'est juste effrayant. Comment se fait-il que nous laissions faire ça? En tout cas, menacés comme ils le sont, les Gilets jaunes, d'abord tombent le gilet, ils mettent plus le gilet parce que ça sert de cible, hein. On les vise, littéralement on les vise avec des armes de guerre. Il faut pas dire gaz lacrymogène, c'est pas des gaz lacrymogènes, ce sont des gaz neurotoxiques. Ils ont changé la composition, ce sont pas du tout des gaz pour faire pleurer, ce sont des gaz qui dégradent la santé pour la vie, durablement. Il y a du cyanure là-dedans, c'est absolument scandaleux. Ce sont des armes de guerre interdites en temps de guerre. Vous m'entendez? Les gaz, c'est des armes chimiques. Les gaz qu'ils appellent lacrymogènes, ce sont des armes chimiques qui sont interdites en temps de guerre. En tout cas, menacés comme ils le sont, les Gilets jaunes s'adaptent, se transforment, tombent le gilet et font autre chose. Ce qu'ils font, c'est que... Je vais vous donner l'exemple mais il y en a plein, hein, l'exemple de Saint-Clair-du-Rhône où ils organisent ce qu'ils appellent la caravane du RIC. Arrivent les municipales. Là, les municipales, c'est l'année prochaine. Ce qu'ils ont déjà commencé à faire, c'est organiser, et ça c'est magnifique, hein, ils ont organisé, et pas seulement à Saint-Clair, un peu partout, hein, des RIC. Alors ils appellent ça des RIC sauvages. Peut-être que ça peut être instrumentalisé contre nous, ce terme, parce que sauvage, c'est polysémique, ça a plusieurs sens, ça peut être brutal, alors que ça veut dire simplement libre. Donc on ferait mieux de dire des RIC libres. Ils organisent des vrais RIC, des RIC d'initiative citoyenne, vraiment d'initiative citoyenne, ou d'initiative vraiment citoyenne, où c'est les gens du coin qui décident d'organiser eux-mêmes le scrutin. Donc ils font du porte-à-porte dans les toutes petites communes. Il y a 36 000 communes en France, et là-dessus, il y en a, je crois, quelque chose comme 17 000, donc c'est beaucoup, hein, c'est plus de la moitié, non, c'est un petit peu moins de la moitié, 17 000 qui sont de moins de 500 habitants. Moins de 500 habitants, tu comptes, tu retires ceux qui ne sont pas inscrits, ceux qui s'abstiennent. La majorité, elle se fait à quelques centaines, vraiment à très peu, et avec une poignée de 10 militants, qui ne sont pas forcément 10 militants de la commune. Ceux des grosses communes voisines peuvent venir aider ceux des petites communes à gagner. Ils vont faire du porte-à-porte, ils vont toquer à la porte des gens en disant « Bonjour, on voudrait vous parler du référendum d'initiative citoyenne ». Quand on dit ça, les gens ne ferment pas leur porte. Parce que, depuis des dizaines d'années, 20 ou 30 ans, tous les sondages, quand on demande aux Français s'ils veulent le référendum, ils disent oui. Oui, ça, le référendum d'initiative citoyenne, on veut ça. Donc en fait, les gens, ils sont déjà convaincus d'avance.
Et quand on leur propose ça comme sujet de conversation, ils ouvrent leur porte, ils ne la ferment pas. C'est pas comme quand on vient leur vendre des savonnettes ou des produits industriels. Et donc, ils ouvrent la porte et on parle. Et on cherche ensemble à définir les sujets les sujets locaux, qui leur semblent importants. On demande aux gens, nous les Gilets jaunes, on tape chez les gens et on va leur demander, et vous, s'il y a une question sur laquelle vous voudriez être interrogé et voter, c'est-à-dire décider, pas élire, voter, qu'est-ce que vous choisiriez? Et ils ne trouvent pas le même sujet commune par commune, ça change d'une commune à l'autre. Mais c'est très mobilisant, parce qu'ensuite, dans les foyers suivants, quand ils continuent à toquer, ils parlent de ce sujet-là, le nombre de personnes se mobilisant grossit sur la question, et ils disent, ils disent aux gens qu'ils visitent, est-ce que vous viendriez dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on organise un scrutin, il y aura une urne avec un huissier qui, gentiment, il le fait bénévolement ou il le fait pour pas très cher, vérifier que l'urne est bien scellée, elle reste scellée, et le vote est sur 2, 3 ou 4 jours, ça peut être sur plusieurs jours, et c'est l'huissier qui garde l'urne chez lui. Est-ce que vous êtes d'accord pour venir voter sur la question dont on vient de débattre? Et les gens disent oui, les gens ils viennent. Ce qu'ils ont déjà obtenu, c'est des votes sur lesquels ils obtiennent plus de voix que le maire n'a eu de voix pour être élu. Alors, c'est vrai que sur le plan de la Constitution, c'est pas légal. La Constitution, enfin l'anti-Constitution, notre prison politique, elle ne reconnaît pas la validité juridique de ces RIC. Mais la force, la puissance politique de mobilisation et de réflexion de ces RIC libres, elle est très importante. À l'occasion de ces discussions, les Gilets jaunes parlent du RIP sur l'aéroport de Paris et font signer les gens. Et puis en même temps, ils expliquent que les Gilets jaunes ne sont pas ce que les gens voient à la télé. À la télé, l'image qui est donnée des Gilets jaunes est épouvantable. Les gens qui n'écoutent que la télé, là, il y a plein de gens qui sont rivés devant leur télé, beaucoup de retraités d'ailleurs, qui sont rivés devant leur télé. Ils croient vraiment que les Gilets jaunes, c'est une bande d'affreux jojos, violents, décérébrés. Et donc, en allant toquer à la porte des gens et leur expliquant, on est un gilet jaune et on est constituant, on est en train d'écrire le RIC pour commune par commune, on voudrait, dans notre petite commune, on voudrait le récupérer et on va faire une liste qui promet d'organiser des vrais RIC, c'est-à-dire de laisser les villageois se réunir toutes les semaines. Tous ceux qui veulent se réuniront, viendront et décideront des sujets qui sont importants, voteront pour savoir s'ils le veulent ou s'ils ne le veulent pas, donc la population votera, et nous nous engageons à faire les scribes. C'est pas nous qui allons décider à votre place. Nous nous engageons simplement à retranscrire dans les lois républicaines ce que vous, par référendum d'initiative citoyenne, parce qu'on aura organisé, on vous aura donné les salles, on aura aidé tout ça à se faire avec des micros, du chauffage, enfin tout ce qu'il faut pour qu'on se réunisse. Et dans le porte-à-porte que font les Gilets jaunes avec cette caravane du RIC, ils expliquent ça, ils expliquent le fait que pour les prochaines municipales, ils sont en train de préparer une liste, et c'est jouable, parce que c'est des toutes petites communes, il y a très peu de personnes, moins de 500 habitants. Moins de 500 habitants, c'est vraiment, c'est gagnable. Et là, je rejoins complètement ce que disait Philippe. Philippe disait, et c'est vrai qu'à grande échelle, je ne crois pas du tout en l'élection, parce que l'élection, elle est gagnée par ceux qui passent à la télé. Mais c'est pas vrai à petite échelle. L'élection qui arrive pour les municipales, elle est gagnable sans médias. Elle est gagnable avec le porte-à-porte toqué en disant, et si on prépare une liste avec des gens comme vous et moi, qui ne sont pas des professionnels de la politique, comme à Saillant, et on leur donne un tract qui explique ce qu'est Saillant, parce que c'est extraordinaire ce qui s'est passé à Saillant. Hein. Ils ont, sur un sujet local qui était un problème d'hypermarché, il y avait un nouveau supermarché qui allait s'installer, qui allait encore tuer les petits commerces, et le maire l'imposait par corruption, quoi. Il était corrompu et il imposait ça au détriment de l'intérêt général. Et pour s'opposer à ça, les citoyens ont fait une liste citoyenne qui a gagné. Et la tête de liste n'est pas devenue le maire. Le maire a été élu, a été désigné par les autres sans avoir été candidat. Ah non, on ne déconne pas les gars, si, c'est toi qui vas être maire. Et ils décident tout par commission. Des commissions avec tous les villageois, pas des commissions seulement avec les élus. Donc, l'exemple de... Donc,
je continue avec mon porte-à-porte, là, les gens, les gilets jaunes qui vont expliquer, à leurs concitoyens de la commune qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ils leur disent on va préparer, pas par l'Union européenne, c'est pas vrai. On commencera même pas par la France, je pense pas non plus. C'est par la commune libre. Et comment elle devient libre, la commune? Il faut que les membres de la communauté qui vit ensemble dans la commune, il faut qu'ils décident de se constituer en peuple libre. Donc en fait, il faut que nous apprenions à écrire la Constitution au niveau individuel pour la mécanique de la contrôle des pouvoirs, mais ensuite, pour le mettre en place, il faudra que ce soit au niveau communal. Comment elle s'appelle la commune ici? Ici, c'est Anglette. Anglette. Anglette, oui. Eh bien, il faudrait instituer la commune libre d'Anglette. Je ne sais pas combien ils sont. Anglette, c'est peut-être beaucoup. Il y a peut-être beaucoup de monde. Hein. Il faut peut-être que ce soit. Je ne connais pas Anglette. En tout cas, si vous voulez. Bayonne, c'est 29 300 électeurs. À mon avis, c'est moins théorique, c'est plus pratique, c'est plus accessible, c'est plus faisable. En passant par l'élection, et donc on se rejoint avec Philippe, hein, je rejoins ce point de vue, en passant par l'élection au niveau local, c'est plus faisable au niveau communal de devenir constituant et d'écrire les constitutions de nos communes. Alors, je vais voir, je vais revenir, dans 2 mois, 3 mois peut-être, je vais revenir, puis vous me direz si au niveau communal, ça vous a servi. Est-ce que enfin vous êtes devenu constituant? Est-ce qu'enfin vous êtes mis... Alors c'est un travail, mais c'est jouissif, c'est pas rébarbatif du tout. Tous, ça fait 15 ans que je fais des ateliers constituants. Les gens ne s'embêtent pas du tout. On n'arrive pas à les arrêter. À Grenoble, on a fini à 2 h du matin. C'est jouissif. Enfin, on fait de la politique par le bon bout. C'est-à-dire que nous apprenons à instituer la puissance politique populaire dont nous avons besoin pour changer les choses. C'est-à-dire qu'on commence par le commencement. Eh bien, je vous propose d'essayer de commencer au niveau communal. Réfléchissez-y dans votre commune, en écrivant la constitution de votre commune. Ça ressemble, hein, les mécanismes, comment on délègue, comment on désigne les acteurs. On les élit, on les tire au sort, comment on fait? On les élit parmi des candidats? Est-ce qu'on désigne qui on veut? Est-ce qu'ensuite, une fois qu'on a désigné qui on veut, on tire au sort parmi ceux qui ont été désignés le plus souvent? À nous de réfléchir comment on désigne les acteurs politiques. Est-ce qu'on veut des acteurs? Est-ce qu'on veut des représentants? Et si on a des représentants, comment on les désigne? Quel mandat on leur donne? Est-ce qu'ils préparent les lois ou est-ce qu'ils les votent à notre place et puis décident tout à notre place? Est-ce qu'ils les préparent et nous les votons? Ou bien est-ce qu'ils font tout à notre place? C'est à nous de décider ça. Donc quel mandat on leur donne? Pour combien de temps? Est-ce que c'est renouvelable? Est-ce qu'ils peuvent les cumuler? Combien ils vont être payés? Et puis comment on les contrôle? Comment on les contrôle? C'est à nous de décider ça. Comment on les contrôle? Comment on les punit? À quel moment? Quelles sont les modalités du RIC qu'on se donne? Tout ça, c'est à nous de l'écrire. Et vous voyez, ces règles que je viens d'écrire, il faudra qu'on les écrive au niveau national, mais aussi au niveau local. Et c'est pas forcément long, c'est pas du tout forcément aussi long que ça. Ça peut être beaucoup plus court, une constitution. Hein.